Dans cet épisode, Il mourra avec ses idées. Voilà, il veut pas mourir avec les idées des autres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que bah, du coup, on a une idée. Je préfère mourir avec mes idées plutôt que de mourir avec les idées des autres. Voilà. bienvenue à tous sur la chaîne et le podcast Feedback, un podcast d'échange, de partage, dédié à la santé, au bien-être et au développement personnel, où chaque épisode mettra en lumière les témoignages inspirants de sportifs de haut niveau, de personnalités marquantes et d'experts dans les domaines de la santé physique, mentale et émotionnelle. Salut Olivier, merci Salut de nous Mehdi, accorder un peu de ton temps. avec Je plaisir. souhaite que, je suis vraiment content. Je souhaite que l'on échange ensemble sur ton parcours et qui peut être inspirant sur plein de points. J'aimerais que l'on évoque ensemble, tu vois, ta carrière de joueur de rugby, évidemment, mais aussi celle de chef d'entreprise. Tu gères l'entreprise Best Concept depuis quelques années maintenant. Ouais. Mais d'abord, Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter? Merci Mehdi de cette invitation. Donc Olivier Durandé, j'ai maintenant 49 ans, je suis un vieux maintenant, hein, voilà. Comme tu disais, voilà, j'habite à Nîmes, je suis marié à Alexandra, j'ai trois enfants, un garçon et deux filles. Qui sont eux-mêmes des sportifs et des bons enfants pour moi. Voilà. J'ai une société sur Nîmes, bon, j'en ai un peu dans toute la France, la société Best Concept. Et je suis originaire de par ma maman d'Ardèche, Annonay, et de par mon papa de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai des frères et sœurs, j'ai eu la malchance de perdre mon papa, mais j'ai toujours ma maman en vie. Voilà, pour te synthétiser tout ça. Ok, super. Tu as joué au poste de talonneur, Olivier. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du talonneur dans une équipe et les contraintes physiques du poste? Moi, à la base, j'ai été formé pour jouer pilier. Et puis, au fil des années, je me suis retrouvé, voilà, en concurrence, avec un autre pilier où l'entraîneur avait voulu que je passe au talonnage parce qu'il trouvait que j'avais plutôt un profil de talonneur. Pour moi, le poste de talonneur, c'est, bon, ben, comme on le dit tout le temps, c'est le poste de capitaine du 5 de devant un peu, celui qui doit être, voilà, le catalyseur de ce paquet d'avant-là. Pour moi, ce profil-là était vraiment, voilà, un meneur, essayer d'être un meneur d'homme, c'était important. Ben, que les gens aient confiance en vous, que ce soit les piliers, bien sûr, le plus important, ben, que le 5 de devant ait confiance, que ce soit sur les phases de conquête, que ce soit ben, voilà, le jeu en général. Les contraintes physiques, ben, c'est-à-dire qu'il fallait il faut quand même être assez fort du coup, pas du dos aussi, parce que bah, du coup, il y avait quand même ces contraintes-là au niveau de la mêlée et qui demandait aussi un cardio qui était un peu plus important que le poste de pilier. Ok. Et c'est un poste qui est compliqué aussi parce que tu alternes les phases statiques et les phases dynamiques, où on te demande de courir après une mêlée, pareil après une touche. C'est vraiment un poste pas évident. Et puis, même dans ta liaison en mêlée, tu as les bras qui sont pris avec les piliers. Donc, tu vois, Bien sûr, oui, oui. t'es, Après, ce qui était intéressant aussi dans ce poste-là, c'est qu'on demandait des choses assez différentes. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quand même, on laissait quand même moins de jus qu'un pilier en mêlée, et on nous demandait un peu plus dans le jeu. Après, il y avait deux types de talonneurs, hein, encore que maintenant, c'est en train je dirais, d'être beaucoup moins présent. Il y avait le talonneur quatrième, troisième ligne et le talonneur troisième pilier. Moi, c'était plus dans le cadre d'un talonneur troisième pilier où j'avais un peu moins d'action dans le jeu au large et plus dans l'action au près. Donc oui, c'était voilà, c'est un poste qui est pour moi complet, qui ressemble vraiment dans l'épine dorsale au poste de troisième ligne centre, mais d'un côté un peu plus confiné, quoi. ok. Et comment t'es arrivé au rugby? Parce que toi, je crois qu'à la base, t'étais footballeur. T'avais beaucoup de talent. J'ai été footballeur, c'est vrai, j'ai été footballeur. J'aime toujours le foot, hein, je suis toujours le foot presque autant que le rugby, ben, de par mes origines et de par le fait que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'habitais longtemps en Côte d'Ivoire, étant métis, bah, du coup, on est sur deux pays, deux continents, voilà, et que le foot en Côte d'Ivoire, bah, c'est le sport numéro un. Le fait de m'être cassé le fémur très jeune,
là où je devais rentrer au centre de formation de Saint-Étienne, puisque c'était à côté de chez moi, à côté d'Annonay en Ardèche. De suite, à un moment donné, un tout petit peu plus mis en retrait par rapport au foot, parce que j'ai eu une broche dans le fémur pendant presque un an. J'ai été obligé Mhm. de garder des béquilles pendant 6 mois et après même une canne. Donc, du coup, c'était compliqué après de revenir, surtout dans une âge où on se forme physiquement. Du coup, mon frère étant lui, par contre, allé de suite dans le rugby, mon jeune frère Laurent, qui a joué à Nîmes longtemps, lui, voilà, il a tenté de m'aiguiller, avec tous les amis, puisque à Annonay, moi, dans la ville, c'est qu'après que j'ai continué mon adolescence, c'est une ville, il y a 2 clubs de rugby pour 30 000 habitants, donc c'est quand même le rugby est omniprésent. Et du coup, j'ai pas pu y échapper. Bon, ou un autre, il a fallu que j'y aille. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le rugby. Ok. Tu parlais du rugby africain. Tu t'es énormément impliqué pour le rugby africain. Tu as même joué pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as fait et Ouais. quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Après, par rapport à ce parcours-là, j'ai commencé à donner. Rapidement, c'est un sport qui m'a plu. Rapidement, j'ai eu quelques petits contacts qui se sont faits de suite. Et le grand club de l'époque dans la région, c'était le club de Romans. Dans la Drôme, il y avait Romans, Grenoble, Bourgoin en jeune. C'était vraiment des clubs qui étaient vraiment marquants. Et rapidement, je suis allé à Romans et un jour, je me suis retrouvé avec la présence d'une personne qui m'a demandé que par rapport à mon nom, puisque le nom de Diomandé est vraiment un nom typique de Côte d'Ivoire, et il m'a demandé mes origines. Je lui ai dit que non, j'étais originaire de Côte d'Ivoire, et puis de suite, il m'a mis en relation avec la sélection de Côte d'Ivoire, les entraîneurs de l'époque, qui venaient juste de terminer la Coupe du Monde en 95, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où la Côte d'Ivoire avait participé en étant bien sûr en plus le seul pays d'Afrique noire à avoir participé à une Coupe du Monde jusqu'à présent. Et c'est comme ça qu'en fait que je me suis intégré et impliqué dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en tant que joueur, donc de 1997 jusqu'à à peu près 2011, où j'ai juste eu une parenthèse pour divergence voilà, d'opinion entre 2003 et 2005. Sinon, j'ai participé pratiquement à toutes les campagnes. Et voilà, le rugby africain et ivoirien en particulier était quelque chose que je suivais de manière assez présente. Ok, est-ce que ça a été compliqué pour toi dans les clubs de dire que tu allais jouer pour la Côte d'Ivoire? Parce que quand tu Largement, es fidjien, c'est plus largement, simple. Quand... largement, largement. C'était une bataille un peu de tous les instants. C'est sûr que quand on est espoir dans un club et qu'on dit qu'on va jouer en équipe de Côte d'Ivoire, on dit voilà, tu peux y aller. Quand tu commences à être professionnel, on te dit non, mais attends, t'es payé, tu vas pas aller te balader. Non. Je veux dire, moi, j'ai toujours, et personne pourra en dire le contraire, j'ai toujours essayé de manière ou d'une autre, quitte à en payer de devoir dire, voilà, moi j'ai choisi le pays de mon papa pour le représenter au rugby, j'irai. Il y a des règles, il y a des codes. Le code, je crois, le code 9 de World Rugby oblige les clubs à laisser les joueurs partir avec leur sélection. Je voulais en aucun cas participer au fait qu'on manque de respect pas forcément à la sélection, mais à mon pays, voilà, en le représentant, c'était pour moi une fierté. C'était une fierté pour mon papa à l'époque, c'était une fierté pour moi aussi de le représenter. Donc, oui, oui, il y a une vraie difficulté, hein, il y a une vraie difficulté. En fonction du statut qu'on peut avoir, on va te dire, écoute, attention, tu pourrais ne pas renouveler ton contrat si, à un moment donné, tu nous fais des allers-retours comme ça. Donc, malheureusement, c'est une réalité qu'on a dans le rugby, qu'on a dans le foot, qu'on a dans un peu tous les sports. Hmm. Et est-ce que ça t'a posé des problèmes vis-à-vis des coachs? Est-ce que tu as, payé les pots cassés Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. cet engagement? Oui, oui. Après, voilà. Après, il fallait être irréprochable en arrivant. Il fallait être, voilà. Il fallait pas avoir voilà, de période où on allait pouvoir nous dire, mais c'est parce que tu es allé là-bas, c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. Donc, ma préparation, moi, je faisais en sorte que ma préparation ne gênait en rien par rapport au fait que j'allais là-bas. C'est-à-dire que j'ai même eu des matchs officiels pour les éliminatoires de la Coupe du Monde où c'était en pleine préparation physique, mais je faisais quand même ma préparation. Et à partir voilà, de 2, 3 jours, je voyais avec ma sélection pour être présent sur le lieu du match, voilà, n'importe où en Afrique. Donc, Ok, parfait. j'assumais cette manière-là, quoi, en étant irréprochable. D'accord, ok. Et je parlais d'implication parce que je sais aussi que tu t'es impliqué après ta carrière de joueur de rugby. Tu as essayé
d'apporter quelque chose à ta sélection? De Ben, quelle en fait, ce manière? qui s'est Comment ça s'est passé, c'est passé? que là, ça a été toujours beaucoup de déception quand même, hein. Après, ça, c'est la réalité en tant que joueur aussi, parce que bah, l'organisation était, on le sait, ça c'est pas un secret de polichinelle, hein. Les Africains, la sélection africaine, que ce soit au rugby, que ce soit au foot, c'est les organisations, c'est catastrophique. On dit que l'Afrique a beaucoup de talent, c'est sûr, a un gros potentiel, mais le potentiel, à un moment donné, si on l'exploite pas, ça devient plus du potentiel, quoi. En Côte Mhm. d'Ivoire, on avait à l'époque, après la Coupe du Monde de 95, la possibilité, honnêtement, d'être ce qui aurait pu être maintenant l'équipe d'Italie presque, ou l'équipe de Géorgie, je dirais, même de ce niveau-là, Mhm. parce que bah, il y avait énormément de joueurs qui faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, pour ne citer que la Côte d'Ivoire au pays africain, le rugby est scolaire. Et du coup, a pu former énormément de joueurs qui sont ensuite venus en France, des joueurs qui ont dépassé ben, les limites de la sélection ivoirienne. Je pense à un, surtout Ismaël Lassisi, que même pendant le mandat de Bernard Laporte en tant que sélectionneur, voulait le prendre comme pour en équipe de France, parce que Ismaël Lassisi était peut-être un des meilleurs troisième ligne centre de France. Patrice Perret, Jakaria Sanogo, des joueurs qui ont quand même fait la pluie et le beau temps dans plein de clubs du top 14 français à l'époque. Et en fait, on avait un potentiel qui nous permettait véritablement de construire quelque chose par rapport à la Coupe du Monde. Beaucoup de financement est arrivé, les gens en Côte d'Ivoire connaissaient, venaient de découvrir le rugby avec cette qualification en Coupe du Monde et cette participation à cette Coupe du Monde qui avait été en plus une des plus médiatisées avec l'apport de Nelson Mandela, du président Mandela. Il y a eu une campagne qui a été faite par Dominique Davanier, qui était l'entraîneur à cette époque-là, qui voulait, lui, essayer de ratisser, comme on fait maintenant, le plus largement possible, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les binationaux, dont je fais partie. Moi, je suis né en France, mon papa est ivoirien, ma maman est française. Et puis, lorsqu'ils m'ont contacté, ça a été dans ce cadre-là. Bah, du coup, j'ai pu dire, bah oui, à mon frère aussi. Et puis, mon frère a dit, il était en sport-études à Villefranche-sur-Saône. Il a dit, mais moi, j'ai aussi deux copains qui sont qui ont un parent ivoirien. Et puis, puis après, moi, je connaissais quelqu'un qui était né en Côte d'Ivoire, mais qui est français, mais qui pouvait donc prétendre, ainsi de suite. Et on s'est retrouvé avec une petite dizaine de joueurs supplémentaires, en plus de ceux qui venaient d'arriver en France puisqu'ils avaient fait la Coupe du Monde et qu'ils avaient fait une belle Coupe du Monde à titre individuel, on pouvait vraiment créer quelque chose de bien. Mais en fait, ce qui s'est retrouvé, on s'est retrouvé avec des sélections qui n'ont jamais été tous présents au bon moment, à l'instant T, parce que l'organisation faisait que c'était pas possible. Alors qu'on se retrouvait avec quand même 7, 8 joueurs qui jouaient en première division. On avait Ismaël Lassisi, on avait Mélier de Roca, on avait Tian Silver, on avait Michael Lebel, le père de Baptiste Lebel, on avait bon, Ismaël Lassisi, il y avait Emmanuel Apapacabo, il y avait pas mal de joueurs qui auraient pu vraiment nous permettre de passer ce cap-là. Mais malheureusement, des moments donné, il n'y en avait que 3, il n'y en avait que 4. On n'était jamais ensemble parce que l'organisation n'était pas la bonne. À la fin de ma carrière de rugby, en 2011, à la fin l'organisation a fait aussi que la dernière campagne pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, honnêtement, on doit se qualifier. On a la finale à faire, on perd, on fait match nul contre la Namibie, le match aller. On joue là-bas, on les avait vraiment contraints vraiment à les pousser dans les derniers retranchements. Et en fait, la fédération n'avait pas pris comme il faut les visas à faire pour qu'on aille en Namibie. Et on s'est retrouvé avec l'équipe qui avait joué le match aller. On s'était retrouvé avec 7 joueurs en moins euh, par rapport à l'équipe à ce moment-là. Donc, comme tu peux le deviner, déjà on fait match nul avec l'équipe complète, et puis on se retrouve là-bas avec 7 joueurs titulaires en moins. Donc, malheureusement, on a perdu. Je me suis dit, voilà, c'est à l'image même de ce qui se fait depuis des années. Donc, la problématique a été qu'une fois que j'ai arrêté le rugby à titre professionnel, j'ai tout arrêté, même au niveau de la fédé, quoi. Voilà. Et puis, le décès de mon papa en 2019 et la relance faite par le président de la fédération de l'époque ivoirienne m'a incité à pouvoir me réinvestir en me disant je vais essayer à toute humilité, je vais mettre en place des choses pour qu'on puisse ne plus jamais se retrouver dans cette situation-là et que au moins l'organisation soit la plus efficace et enfin, la meilleure possible, quoi. Donc voilà pourquoi après je suis revenu au sein de la Fédération ivoirienne de rugby. Mm. Oui, en fait, tu as voulu essayer, je pense, tu vois, de leur transmettre ce que tu as pu connaître dans tes clubs de haut niveau. C'est Ce qui, ça, en oui. termes d'organisation, de rigueur, de discipline.
Et est-ce que tu as eu le sentiment qu'on te mettait des bâtons dans les roues? Parce que j'ai pu le Largement. constater moi aussi, tu vois, qu'en Afrique, il y a un potentiel incroyable, tu vois. Mais après, la mise en place est compliquée. Largement, le potentiel, bien sûr qu'il y est. Le potentiel, il est simple, c'est de fou. Mais lorsqu'il y avait rien du tout, qu'on a commencé à créer des choses, parce que moi, j'avais aucun impact sur le point de vue sportif. Moi, quand ils m'ont proposé le poste de manager, mais manager des trucs inorganisés, je leur voyais aucun intérêt. Aucun intérêt de manager des trucs où il y avait Ouais. aucun truc. Moi, j'ai pas vocation à être entraîneur. À la fin de ma carrière de rugby, tout le monde me voyait entraîneur, mais honnêtement, moi, je me voyais pas entraîneur du tout, quoi. Et donc, du coup, quand ils m'ont sollicité pour le poste de manager, je trouvais que ça pouvait être intéressant d'essayer de trouver des entraîneurs plutôt. Là, oui, par contre, oui, de trouver des entraîneurs, de voir avec moi, avec la vision que j'avais du rugby, de se dire, voilà, un tel pourrait être beaucoup plus en adéquation avec ce qui se fait en Afrique. Ben, c'est toujours cet avantage-là. Moi, je suis d'une double culture, voilà, j'ai la vision africaine, j'ai la vision française, avec, voilà, à un moment donné, dans mon tempérament, je peux être africain. Comme rapidement, je peux vite avoir cette trigger européenne-là qui fait qu'à un moment donné, bah, c'est le mix des deux qui fait que pour moi, je trouve que qui serait le plus intéressant possible. Donc, et quand on m'a proposé ce poste de manager, je l'ai décliné de suite en disant que c'était pas vraiment ce qu'il y avait besoin. Moi, ce qu'il y avait besoin, je pense que c'était déjà de trouver des gamins, de trouver des jeunes. Il faut savoir que l'équipe de Côte d'Ivoire, en fait, c'est même pas l'équipe de Côte d'Ivoire qui a depuis des années, c'est l'équipe d'Abidjan. Parce que, ben, on va jamais voir dans le Nord qu'est-ce qui se passe. Et le potentiel, il est plutôt dans les villages, surtout souvent dans tous les pays que dans les villes, dans les grandes villes, quoi. Donc, ce que je voulais, c'était de pas se limiter à ça, de créer un championnat, un vrai championnat, chose qu'il n'y avait pas. C'était de pouvoir dynamiser. Il y avait des trucs, je dirais, aberrants. C'est-à-dire que bah, des clubs d'expatriés français avaient plus de moyens que la Fédé. Et en fait, ils s'en faisaient rien. À mon avis, cet argent-là, bon, on sait pas d'où c'est qui, où il passait, mais bref, il fallait mettre tout ça sur la table et essayer de créer quelque chose, de créer une dynamique. Donc en fait, voilà. Mon activité après était véritablement voilà, dans cette idée-là. Mais oui, lorsque tout ne marchait pas, ben, on m'a bien accueilli. Et puis lorsqu'on a créé une première, pour moi, on ne parlait que des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, mais honnêtement, moi l'avantage avec beaucoup, c'est que le rugby, ben, mine de rien, j'ai pas été entraîneur, mais le rugby, je le connais. On crée pas une équipe en 2021 en se disant on va participer à la Coupe du Monde 2023 et puis et puis on va pas prendre 150 points, quoi. Donc le but, il n'était pas là. Moi, le but, je pensais à la Coupe du Monde 2026, voire 2031. Et c'était là où, à un moment donné, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose. Alors, bien sûr, en disant aux partenaires qu'on allait se qualifier pour la Coupe du Monde 2023, ça donnait une dynamique, on crée un championnat, mais il n'y a rien, pas de formation, il n'y avait plus de formation. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est partie, autant beaucoup de pays africains sont partis d'en bas et commencent à monter, que la Côte d'Ivoire est partie presque d'en haut par rapport à beaucoup, et se retrouve, ben, plus les années passent, et plus la Côte d'Ivoire chute dans les classements. Moi, j'ai attaqué le rugby en Côte d'Ivoire, le rugby africain. Il y avait 4 équipes, les 4 meilleures, c'était la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Namibie et le Zimbabwe. Maintenant, il y a énormément de pays qui nous battent maintenant en Afrique, puisque du coup, ben, on le voit, on est septième, huitième africain. Mais alors qu'on a tous ces avantages-là, alors qu'on a énormément de joueurs en plus qui jouent en France, qui sont originaires de Côte d'Ivoire, mais qui veulent pas venir. Mais ils ont raison. Moi, j'ai pu contacter Henri-Pierre Azago juste avant qu'il soit sélectionné. Il était limite de se dire ouais, pourquoi pas. Mais c'était une organisation. Il y avait plein voilà. Moi, je crois plus au fait d'aller chercher des jeunes avec un niveau qui allait nous amener un niveau de formation dans des grands clubs, plus avec la formation qu'on allait faire là-bas, parce que c'était le but, plus de créer un dynamisme de rugby avec le rugby, que du rugby à 7 qu'on a pu faire le Kenya, et mixer ça avec les, euh, les, les joueurs qui sont formés dans les clubs comme le Racing, le Stade Français, ainsi de suite et tout, qui allait nous permettre vraiment de passer un cap, quoi. Donc oui, après, Et quand ça a commencé à prendre sa forme, puisqu'on a créé une première année, la Ligue Ivoire, où on a pu faire jouer, ben, ça a été une fierté on a fait un peu comme dans le format Inextenso, on n'a rien inventé, hein, Inextenso là, et ben à un moment ou à un autre, on a eu 2500 joueurs et joueuses qui ont joué sur le même week-end en Côte d'Ivoire au rugby, et dans les 4 coins, on avait créé des conférences, comme un peu au basket, c'est des conférences pour essayer de limiter les frais,
conférence Nord, conférence Ouest, conférence Sud, avec les clubs d'Abidjan, tout ça. Et tout le monde jouait à ce moment-là avec un championnat où ben, la dernière journée, c'était les finales, où on avait fait ça au Palais des Sports de Trècheville, qui est à côté du grand stade, là, maintenant, qu'on voit pour la Coupe d'Afrique, où là, ben, on avait fait des animations, de la musique, des concerts et tout, où les finales se sont déroulées là. Et donc, on a senti, quand il y a eu vraiment ce sentiment de dire, ah putain, c'est en train de prendre, bah oui, là, les bâtons dans les roues sont arrivés, voilà, et de telle manière qu'on a même pu presque sacrifier l'équipe nationale par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde, alors qu'en fait, jusqu'avant, on avait eu beaucoup de difficultés et que cette première qualification aurait pu nous amener véritablement, on a eu un documentaire fait qui nous a aussi donné un gros coup de main. Voilà, il y a eu plein de choses qui auraient pu être faites, mais bon, malheureusement, c'est le rugby en Côte d'Ivoire qui veut ça. Je vais être fataliste maintenant en me disant, voilà, c'est malheureusement, c'est pas encore prêt tant qu'il n'y aura pas vraiment quelqu'un qui viendra avec, voilà, entre guillemets, un gros billet sur la table et qui mettra table rase en disant au ministère des Sports, ben voilà, on efface tout ce qu'il y a, toutes les personnes qui sont actuellement en train de tourner autour du rugby et de recréer quelque chose, bah, on n'y arrivera pas. Ok. Et je crois que tu as essayé aussi de développer le rugby féminin. Est-ce que c'est quelque chose de facile en Afrique? Alors, de se développer, oui, c'était dans le projet. De toute façon, c'était dans le projet. Bon, après, j'ai travaillé avec l'Agence française de développement, qui a créé entre le président Emmanuel Macron et le président Georges Weah, le Sport Impact, Sport en commun, Sport Impact Leader à Dakar, et qui avait vraiment cette ambition-là de pouvoir mettre en place des choses qui allaient être, je dirais, de manière saine, la possibilité de répondre à des ODE, des éléments obligatoires qui font que faire rentrer le monde de l'handicap dans le sport africain, l'intégration des femmes dans le sport africain, la possibilité de se dire qu'à un moment ou à un autre, ben, on fait pas de différence entre les hommes et les femmes dans le rugby et dans le sport en général. Donc, on a eu des aides par rapport à ça qui ont fait que ben, le projet, bien sûr, le projet n'était pas forcément de former que des joueurs des garçons dans le rugby, mais aussi des filles. Donc oui, oui, on a lancé en même temps ça, qui a été ça. Par contre, il y a eu des suivis qui ont été un peu plus importants, puisque du coup, des personnes en Côte d'Ivoire, des dames en Côte d'Ivoire ont pris vraiment la chose en main. Donc c'est en train de toujours se développer. Ça devrait être développé en même temps que les garçons, mais bon voilà, il y a une petite disparité par rapport à ça. Mais il y a le projet étant un projet global, que ce soit sur le monde du handicap et l'intégration des femmes dans le rugby en Côte d'Ivoire. Et tu as une association, je crois, Max Brito. Alors cette association, c'était une académie qu'on a voulu créer. Cette académie Mhm. en fait devait être créée pour moi, devait être créée. Alors c'était un peu dans le même cadre. Ça m'a fait rire un peu parce qu'on s'est retrouvé à nous switcher, hein, Max Brito étant présent, parce que je suis allé chercher Max Brito chez lui à Libourne pour essayer de lui dire que voilà, j'avais ce projet-là en tête, de créer une académie en son nom, pour lui faire honneur, mais aussi pour qu'il ait une vue dessus et que cette académie-là devait avoir un aspect pas forcément sportif, mais social. Il a de suite adhéré, on a commencé à mettre des choses en place. Alors là, tout le monde, quand on arrivait en Côte d'Ivoire, tout le monde voulait l'aider, tout le monde voulait, tout le monde voulait, tout le monde voulait. Mais en fait, personne ne faisait rien, quoi. En fait, on attendait juste qu'il se passe un truc tomber du ciel. Et ça n'existe pas. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où ça a été très, très compliqué. On essayait vraiment de mettre des choses en place, mais on mettait vraiment des bâtons dans les roues. Chacun regardait devant sa porte en disant, mais moi, j'y gagne de quoi? Voilà, c'était ça, en fait, le truc qui s'est passé. Et puis après, bon, quand Max Brito, il est décédé, ils faisaient plutôt des délégations venues de là-bas pour pouvoir lui rendre hommage, quoi. Et bon, pour moi, je considère qu'on rend hommage aux gens quand ils sont vivants, quand ils sont morts, après, ils n'en ont plus besoin. C'est voilà, ils ont d'autres trucs à regarder et à voir que ça, quoi. Donc cette académie-là, je crois que son frère regarde encore pour que ça que cette académie-là, qui est devenue une association en Côte d'Ivoire, voie le jour. Mais bon, pour moi, l'intérêt étant véritablement de créer une académie pour ensuite pouvoir financer ces gamins-là. Le nom de Max Brito était pour moi important pendant bah, le moment où il était vivant et pas forcément maintenant depuis qu'il est décédé, quoi. Ouais, je comprends.
Donc ça a été un sacré chemin de croix mais tu regrettes pas au moins Ah d'avoir non, 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 essayé. ah non, non, je regrette pas parce que du coup, des fois, on regrette quand on n'a pas essayé. Moi, j'ai essayé, j'ai contacté toutes les personnes, tous ceux qui s'étaient un peu de près ou de loin dedans. Ça, je peux voilà, me dire que j'ai essayé d'avoir la meilleure, les personnes les plus en adéquation possible dans ce projet-là. J'ai essayé de les faire venir, je les ai fait venir. Beaucoup ont vu un peu à leur porte comment ils pouvaient eux en tirer des avantages. Il y en a qui sont venus vraiment dans l'idée qu'on avait dessus. Non, non, je regrette pas parce que du coup j'aurais regretté de ne pas avoir essayé. Ça a été une aventure comme voilà comme il arrive, mais c'est comme ça. Voilà, au moins je me dirais pas ah peut-être si on aurait pu, on aurait su ou voilà. C'est là où on regrette. Si j'avais su, Voilà, si j'aurais fait j'avais ci, su, j'aurais fait là. c'est ça. J'aurais dû, et ça, et Ok. là, après, on regrette et on se retrouve Mais dans un après, t'as des massif de remords. points. Voilà. Après, on a des remords et c'est pas avec les remords que l'on vit, quoi, hein. On vit avec plutôt, voilà, ce qu'on a fait et ce qu'on a essayé de faire, hein. J'ai essayé de, voilà, je l'ai tenté. Ça a pas fonctionné comme je le voulais. Ben, j'en suis parti. Je reçois des messages maintenant de dire, mais pourquoi je suis parti maintenant? Voilà. Mais, comment je ferais, comment on devrait faire pour que je revienne? Non, il n'y a pas de, Ok. Et est-ce que tu as gardé des contacts avec les mecs avec qui tu as joué? oui, 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 j'ai gardé quelques contacts avec des personnes que j'ai rencontrées. Après, c'est des histoires d'hommes, hein. Après, pour rien te cacher, surtout ceux du début, quoi, d'Annonay. D'Annonay, voilà, c'est les amis d'enfance aussi, c'est les amis du quartier, c'est les amis des premiers clubs. Donc oui, puis après, en fonction des histoires d'hommes que j'ai pu vivre dans les différents clubs que j'ai pu faire, oui, oui, j'ai gardé des liens plus ou moins forts avec quelques personnes, dont tu en fais partie. Ok. Et parce que c'est vrai, je te remercie. Quand est-ce que, tu vois, moi aussi j'ai arrêté il y a pas très longtemps. Toi, quand est-ce que tu t'es dit stop, j'arrête? J'arrête le rugby professionnel. Été si préparé que ça dans le sens où moi ma fin de carrière normalement aurait dû être faite à Montpellier. J'ai eu cette envie là de découvrir un autre club avant de m'arrêter. Donc bon, je pourrais dire 2 ans avant, oui 2 ans avant, j'ai j'ai peut-être préparé ma sortie 2 ans avant, mes 2 dernières années de contrat au Racing. Et dans cette Ok. idée-là, certainement, voilà, que c'était déjà acté qu'en signant, voilà, je faisais 2 ans et qu'après j'arrêtais. Ok, ouais, dans ta tête, c'était clair, tu savais où tu voulais, comment tu voulais Voilà, c'est ça, terminer. c'est ça. Donc en fait, voilà, de partir au Racing, après bon, de pas finir à Montpellier, de partir au Racing, je m'étais dit, je fais 2 ans, je laisse ma famille sur place à Nîmes où c'est que j'habitais et je fais 2 ans et après voilà ma femme s'était mise en indisponibilité au niveau de l'éducation nationale donc je m'étais dit au bout de 2 ans après je terminerai quoi. Et là, avec le recul, est-ce que tu as des regrets et des satisfactions sur ta carrière? Des regrets non, des satisfactions oui. Oui, des satisfactions bien sûr, hein. Moi le rugby ça m'a permis aussi de me construire, ça m'a permis de me connaître. Ça m'a permis de vivre des choses que j'aurais jamais vécues sans le rugby. Ça, c'est clair que les voyages, les rencontres, les gens, les personnalités que j'ai pu croiser durant ma carrière font partie de toutes ces satisfactions-là. Dernièrement, je faisais aussi ouais, un point en me demandant, on me demandait mes meilleurs souvenirs. En fait, les meilleurs souvenirs, ça, c'est pas les matchs forcément, c'est un avant-match, c'est un moment précis, pas forcément vraiment les matchs. Donc oui, le rugby, ça donne vraiment beaucoup de satisfaction. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, des regrets, non, j'en ai pas. J'ai pas de regrets. Ce qui est écrit, et le chemin par lequel on passe, eh ben, on doit le passer. Donc non, non, j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets à ce niveau-là. Chacun son parcours, chacun son histoire, chacun son rythme. Bien Et puis sûr. voilà. Quel entraîneur t'a le plus marqué, Olivier? Plusieurs entraîneurs. Après plusieurs entraîneurs, enfin, je dirais, je pourrais pas en citer un parce que, ben, en fait, c'est plus, voilà, j'ai été marqué par mes premiers entraîneurs parce que c'est ceux qui nous ont donné envie d'aller au rugby.
C'était pas des entraîneurs, c'était des entraînants. Donc, ça permettait vraiment ben voilà, de me faire après à aimer le rugby. J'ai eu ben, mes premiers entraîneurs à Annonay. J'ai eu aussi un entraîneur que j'ai eu en junior échelle, lui qui m'a vraiment fait prendre conscience de mon potentiel et qui m'a montré le rugby sous un visage que je voyais pas. Pour moi, le rugby, entre guillemets, c'était qu'un jeu, mais rien qu'un jeu. Pour lui, ça allait au-delà. Voilà, et c'est lui qui m'a fait prendre conscience. J'ai aussi rencontré après des entraîneurs. Voilà, Didier Nouro était un entraîneur qui m'a marqué par la longévité avec lequel il m'a entraîné, parce que bah du coup, je m'entendais, je l'ai rencontré, je l'ai revu il y a quelques temps de ça. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose. Voilà, Pierre Berbizier aussi m'a marqué par rapport au personnage, parce que c'est quand même une légende dans le monde du rugby. Donc voilà, c'est plus des voilà, il n'y a pas un entraîneur qui m'a marqué, il y a plusieurs entraîneurs voilà que j'ai aimé découvrir à chaque moment de ma carrière. Ok. Et qu'est-ce que tu as aimé, par exemple, pardon, chez Didier Nouro et chez Pierre Berbizier que tu Ben, as Didier Nouro, cité? Pourquoi ils sa t'ont marqué ces... méthodologie, c'était Didier Nouro était quelqu'un en tant qu'entraîneur qui avait une vision, je dirais, il regardait jamais à court terme, Didier. Voilà, il avait et moi ce que j'aime bien parce que j'ai été un peu formé comme ça, c'était la manière très scolaire qu'il avait de préparer ses entraînements, de préparer sa saison, de stratégiquement de préparer un match, de nous amener à comprendre où là où il voulait en venir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Pierre, c'est sa rigueur. Pierre, en fait, il avait quelque chose et je pense que même au niveau de la société, bah, je garde un peu la même chose. Il a une idée, il mourra avec ses idées. Voilà, il veut pas mourir avec les idées des autres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que bah, du coup, on a une idée. Je préfère mourir avec mes idées plutôt que de mourir avec les idées des autres. Voilà. Et je trouve que Pierre, il avait en tant qu'entraîneur cette rigueur-là de se dire, je vois le rugby comme ça, on va jouer comme ça, c'est moi qui décide. Et maintenant, démontrez-moi que j'ai tort, mais démontrez-moi par les actes et pas par les paroles. Et Pierre, elle reste sur cet élément-là et c'était vraiment ce que j'ai aimé avec lui de ces 2 ans que j'ai passé au Racing. Ok. Toi qui l'as côtoyé, puis moi aussi, puisqu'on était ensemble au Racing, l'image qui est renvoyée, c'est pas forcément l'image du monsieur, tu vois? Moi, j'ai souvent la phrase qu'il disait souvent, des fois je le répétais à des personnes avec lesquelles on pouvait en discuter, je trouvais que c'était vraiment ça. Des fois, il nous disait, c'est pas moi qui suis dur, c'est le rugby qui est dur, et c'est moi, je suis là juste pour transmettre ce que le rugby donne de sa dureté. Donc, je trouvais que c'était ça. Pierre, pas quelqu'un de dur, voilà, il a ses idées, il a ce truc, voilà, mais non, t'as raison, il a pas, enfin, moi, je trouvais que, moi, j'ai vraiment apprécié d'être entraîné par l'homme, voilà, par l'homme, autant que l'entraîneur, mais par l'homme aussi, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a inspiré? Inspiré, pas forcément, parce que, comme on disait au départ, tu le savais, moi, mon sport d'entrée, c'était le foot, donc, j'ai été inspiré par des joueurs de foot, de manière, je dirais, totalement sportive, hein, pas humain, mais des joueurs de rugby qui m'ont inspiré. Plus jeune, on était tous. Moi, je suis de la génération. Alors, ils sont plus âgés que moi, mais que tu as connu à Toulon de Rougemont, Califano, où on les voyait jeunes à réussir. Voilà, c'est plus. Ils avaient réussi jeunes, et nous, on se disait, ah là là, ils sont super jeunes et ils réussissent déjà à jouer dans les équipes premières. Donc ça, oui, ça nous a inspiré. Beaucoup de gens de ma génération ont été inspirés par eux parce que bah, ils étaient jeunes et ils réussissaient quoi à jouer déjà avec les, comme on disait à l'époque, avec les grands. Ok. J'espère que j'aurai Marc de Rougemont bientôt parce que c'est aussi un exemple et son parcours est aussi incroyable, tu vois. Ça sera intéressant, je pense, de discuter avec lui et d'avoir son feedback, d'avoir, tu vois, son retour sur ben, le rugby, etc. Comme on fait un peu ensemble, tu vois. Lequel, allez, je t'embête un peu, à part Momo Blair, Mathieu Blair, pardon, lequel a été le plus coriace pour toi? Est-ce que tu avais un profil de joueur qui te posait des difficultés? Qui me posait des difficultés, donc tu vas plus parler dans le cadre de la mêlée, je suppose. Plus dans le cadre. Oui, c'est ça. Euh, ouais, j'avais un joueur, mais qui a pas eu la carrière qu'il devait avoir. C'est un joueur qui s'appelle Pierre Gaona.
Il est passé par Bordeaux, il a joué un peu en Angleterre aussi. J'ai eu à le croiser. Ouais, Yannick Bru, par exemple, posait pas mal de problèmes, Yannick Bru. Ouais, Yannick Bru me posait pas mal de problèmes. Ce gabarit-là, beaucoup plus léger que le mien, hein, je préférais jouer des gros talonneurs plutôt que des talonneurs de ce gabarit-là qui étaient vraiment super techniques, qui bougeaient tout le temps et qui étaient très 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 forts du coup. Ouais. C'est plus voilà, en mêlée, c'était plus des profils comme ça, un profil comme ça, comme Yannick Bru ou ce Pierre Gaona là qui me posait vraiment énormément de problèmes. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé alors avec Mathieu Blin? Il y a eu cette grosse bagarre, mais est-ce que tu veux nous raconter Ouais, ce qui t'a fait dégoupiller? ouais, ouais, forcément, Mathieu Blas est quelqu'un que je connais depuis les années où il était junior au Stade Français parce que enfin, Ouais. entre Romans et Nîmes où j'y suis allé après, j'ai fait un an en espoir au Stade Français, à l'époque où les Rapetou avaient été champions de France en 98. On s'était connus à cette époque-là et bon, j'ai toujours gardé des liens avec quelques joueurs du Stade Français dont David Oradou, donc des mecs comme ça, où avec on a gardé une certaine amitié. Et, euh, et, et on s'est retrouvé avec Montpellier à une époque où le Stade Français était sur une pente descendante et Montpellier était sur une pente ascendante. Au bout de quelques journées, on s'était retrouvé voilà, à être à un classement qui n'était pas habituel pour nous à l'époque, puisque Montpellier, je crois qu'on était troisième ou deuxième au bout de 5, 6 journées, et on allait jouer chez le champion de France, Stade Français, qui avait eu quelques résultats un peu défaillants. Et ben, j'ai senti une certaine, étant capitaine à l'époque à Montpellier, j'ai senti une certaine animosité de la part des joueurs de Stade Français à mon encontre pour ayant dit à un journal bien connu dans le rugby qu'on allait à Paris pour gagner, quoi. Voilà, donc on m'avait fait comprendre que qui j'étais pour dire que qu'est-ce que j'avais fait dans le rugby pour dire que on pouvait aller gagner à Paris. Donc voilà un peu l'animosité qu'il y avait en début du match et puis ça a été croissant au fil des minutes de cette partie-là puisque ben, du coup on commençait un peu je dirais à les chatouiller de manière qu'ils aimaient pas et puis des mots sont partis et puis quelques coups sont partis par rapport à des faits de jeu. On a pris un carton jaune et puis bah, à la sortie du match des mots ont continué à fuser et puis bon, comme tu le sais, au niveau du rugby, des fois, on avait tendance à être un peu plus, voilà, on n'est plus pareil maintenant à notre âge qu'à l'époque, et ben voilà, on s'est retrouvé malheureusement, je dis malheureusement parce que ça n'a pas donné une bonne image. Moi, c'était pas l'image que je voulais donner. Exact. Voilà, parce que je suis pas comme ça, tu me connais, et que ben on a continué à s'invectiver au bord du terrain, et malheureusement, ben, des coups sont partis et ça a fait arrêter le match. Voilà, ça fait pas mal parler et je pouvais pas garder une image comme ça. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'on garde de moi une image plutôt, voilà, de joueur ou de quelque chose, mais plutôt quand on me croise de me parler de ce truc-là en me disant ah, cette bagarre, voilà, bref, c'est comme ça. Il n'y a pas de regrets, c'est des passages de vie. Voilà. Et vous êtes revus, vous parlez, Non, pas voilà, forcément. c'est fini, On a c'est très des amis bien. en commun, mais non, non. Après, on pas de, ben voilà, ça reste un fait de jeu, hein, comme on a pu en avoir. Voilà, Paquet, quoi. exact. Donc, non, non, il n'y a aucune animosité, loin, loin de là, quoi. Pas de problème. Et est-ce que tu retournes voir des matchs de rugby? Est-ce que tu as regardé la Coupe du Monde et est-ce que tu retournes Bien voir des sûr, non, matchs? le rugby reste, même si je suis maintenant autant le foot que le rugby, je suis quand même, voilà, le rugby est pour moi une part importante dans mon cœur, hein, c'est clair, hein. J'aime le rugby, voilà, j'aime le jeu, voilà, j'aime les joueurs de rugby. Avec ma société, ben, mon club de cœur reste le club de Montpellier, hein, où j'ai passé la majeure partie de ma carrière. J'ai fait 8 ans dans ce club, pratiquement. Et que bah, du coup, j'ai été longtemps partenaire du club de Montpellier. Bon, maintenant, l'emploi du temps professionnel ne permet pas d'aller sur tous les matchs. Voilà, j'amène souvent j'essaye d'aller avec des clients, des amis, des fournisseurs, faire découvrir d'autres stades de rugby. Comme là, dernièrement, je suis allé au stade à Bayonne pour Agent Daugé, pour montrer à des personnes qui connaissent pas du tout le rugby quelle peut être une ambiance de rugby dans des terres qui connaissent pas trop. Voilà, donc oui, oui, je vais souvent parce que ben, je connais maintenant plus les staffs, les dirigeants que les joueurs, mais c'est toujours avec un plaisir de retrouver le rugby est une grande famille, comme on dit. Donc,
il y a certaines personnes, c'est toujours un plaisir de les revoir, quoi. Et est-ce que pour toi, ça a été difficile d'arrêter? Et en fait, comment tu fais pour compenser, tu sais, le manque d'adrénaline, la gestion de la pression, du stress, les vestiaires? Moi, pour avoir échangé avec beaucoup d'anciens avant moi qui ne le disaient pas forcément, et moi, j'ai pu me libérer la parole parce qu'en fait, beaucoup de personnes se mentent, et ce qui était normal, hein, et moi aussi je me mentais, hein. La fin d'une carrière de rugby est très difficile, à différents points de vue, sur un point de vue physique, sur un point de vue mental, parce que on reste au rugby dans une situation où on est, euh, comment dire, centré sur soi-même, d'abord dans un premier temps, après centré sur son équipe, centré sur son club, centré sur ses saisons, centré sur ses matchs, et en fait on voit pas ce qui se passe ailleurs. Donc le rugby est en plus, avec les coups qu'on peut prendre, et vraiment une drogue, dans le sens où on se retrouve dans des situations où quand après le rugby se termine, on se dit qu'on est content d'avoir fini le rugby, mais on est content pendant 2 mois, 3 mois. Et puis après, il nous manque quelque chose. Il nous manque, comme tu le disais, le fait d'avoir des objectifs à court terme. Moi, après, je suis parti sur autre chose en ayant créé une société. Je pensais que j'allais retrouver cette adrénaline-là, mais il y a rien que dans le sport d'avoir une adrénaline à court terme, week-end après week-end, saison après saison, des objectifs à court terme. Il y a rien. On est formé, on est à la mamelle de l'objectif à court terme. Et ce qui est très difficile, c'est de ne plus avoir d'objectif à court terme. Quand on monte une société, moi, ça fait maintenant 12 ans que j'ai monté ma société. Honnêtement, je sais pas à quel moment je peux être satisfait. C'est quand que j'ai atteint mes objectifs. Je sais pas. Alors que au rugby, on sait qu'on a atteint cet objectif quand on est champion, quand on participe au barrage, quand on se sauve, quand on ne descend pas en division inférieure. Voilà, on a des objectifs à court terme et on sait quand est-ce qu'on les réalise. Donc, pour avoir discuté avec pas mal d'anciens, honnêtement, je vois plein de personnes autour de moi, qui peuvent tomber dans des addictions sans se l'avouer, des addictions aux médicaments, des addictions à la drogue, des addictions à l'alcool, à tout type d'addiction, parce que à un moment donné, on veut se cacher, se voiler la face. On est dans un monde sportif et rugbystique qui est tellement présent, où on vit des choses avec des gens, et à la fin, on vit plus rien. On a l'impression qu'on vit plus rien. Voilà, on vit plus rien. On retombe dans une vie pour beaucoup qui est trop lisse. Voilà, on n'arrive pas. Beaucoup de personnes, beaucoup d'anciens rugbymen n'arrivent pas à se contenter d'une vie lisse. Quand on se lève, on prend l'avion, on va jouer à Biarritz, on va jouer à Paris, on va en Coupe d'Europe. Tout ça fait que on est même pas que simplement pour des rugbyman professionnels, mais même quand on va jouer de l'autre côté de la France, on vit quelque chose, on part en déplacement, voilà, c'est quelque chose que après on ne retrouve plus. On retrouve plus. Il faut savoir se contenter de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on a vécu, mais c'est vrai que c'est difficile. Voilà, moi maintenant, j'ai pas eu de regret d'avoir arrêté, mais c'est vrai que des fois, j'ai pu me réveiller en me disant, j'ai joué au rugby, je sais plus si est-ce que je suis toujours joueur de rugby? C'est ça en fait, des fois que je pouvais avoir en comment dire en situation, c'est je me suis retrouvé à me réveiller un matin à ne plus savoir si j'avais 15-20 secondes à savoir si j'avais rêvé ou si j'étais toujours joueur de rugby. Ouais. Mais en fait, tu vois, il y a le regard déjà sur soi qui est pas évident en tant qu'homme, mais il y a le regard des autres aussi qui est difficile à surmonter parce que parfois les gens se sont attachés au personnage et se sont pas forcément intéressés à l'homme. Il y a même des couples, tu vois, qui se séparent parce que, ben, tu vois, les choses sont plus compliquées. La réalité économique est différente. L'homme qui reste à la maison ou la femme, ben, c'est plus le joueur qui signe des autographes régulièrement. C'est pas, c'est dur, quoi. Oui, oui et non. Après, ça peut dépendre aussi des gens. Moi, par exemple, qui est mon cas, moi, le regard des autres, à la limite, c'est vraiment pas quelque chose c'était plus le regard de moi, de mes sensations, de mes sentiments, de ce que j'allais éprouver, plutôt que du regard des autres. Moi, de jouer au rugby, ce qui me faisait le plus triper, c'était pas forcément qu'on me reconnaisse, qu'on signe des autographes. C'est toujours valorisant. Mais je savais que c'était quelque chose. Moi, j'appartiens à l'ancienne génération, pas la génération, la vieille génération, mais une génération où en fait, ce qui
où ce qui était kiffant, c'était vraiment de vivre des moments, mais des moments, des fois, qui ne, comme on disait, ce qui se passe dans un vestiaire reste dans un vestiaire. Voilà. C'était pas forcément le regard des autres, moi, qui allait faire en sorte que ça allait être quelque chose. Je sais qu'il y a des collègues avec lesquels j'ai joué qui maintenant, ce qui est compliqué, ben, ils font plus d'interviews, on les reconnaît plus, ils font la queue comme tout le monde. Voilà. Donc ça, je sais très bien que c'est des choses qui peuvent être compliquées pour certaines personnes. La fin d'une carrière, hein, ça laisse des traces obligatoirement. Et puis après, il faut avoir des choses sur lesquelles se raccrocher, bah, sa famille, ses origines, sa religion, ce que l'on a, voilà, ce qu'on a au plus profond de soi-même, qui nous permet véritablement de se dire que voilà, la vie, c'est pas forcément une carrière de rugby, et qu'il y a autre chose derrière et autre chose des fois de meilleur. Même certainement de meilleurs. Ok. Et bien sûr, souvent de meilleurs, mais comme on a été vraiment focus et en mission quelque part. Moi, je sais que par exemple, dans ma situation, c'était une mission, le rugby, ça a été un moyen de m'en sortir, ça a été, tu vois, un moyen de me connaître. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à croire aux personnages qu'on reflète, tu vois. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. On Est-ce se que retrouve. toi, est-ce que toi, tu avais préparé ta reconversion? Moi, j'avais préparé ma reconversion. Je m'étais donné plusieurs chemins, c'est-à-dire j'avais une société de gestion de patrimoine, j'avais une société de textile et j'avais un contrat à la MMA, un contrat pour être après à la fin de ma carrière. Oui, après c'est au feeling parce que à la fin, bah, tout ça, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté ma société de gestion de patrimoine, j'ai démissionné de la MMA. À la fin de ma carrière, alors que c'était vraiment, j'avais 6 ou 7 ans de présence, puisque du coup, bah, pendant ma carrière de rugby, j'étais chez eux pour travailler sur mon après-rugby et j'ai arrêté ma société de textile. Donc oui, on peut pas prévoir, enfin, c'est très difficile. Faut se préparer à rentrer dans le monde professionnel, je dirais, entre guillemets, basique, mais pas forcément, il n'y a pas forcément d'idée voilà, de préparer comme ça la carrière, quoi. L'après-carrière. En fait, durant ta carrière, tu es un peu dans une bulle. Largement, tu es dans une bulle. Moi, pourquoi j'ai voulu garder ce côté carrière d'après rugby avec la MMA, c'était pour comprendre qu'à un moment donné, bah oui, je vivais bien du rugby, mais qu'il y avait des gens qui avaient du mal à payer une mutuelle à 30 euros pour eux, quoi, et pour leur famille. Pour toi, donc maintenant, tu as créé ton entreprise. Oui, Quelles sont les valeurs communes entre le rugby et le monde de l'entreprise? bah, elle est totale, parce que s'il y a un sport qui peut bien refléter le monde de l'entreprise, c'est le rugby. Comment on travaille, comment on est avec des personnes, quels sont les objectifs, comment on atteint les objectifs, comment on se récompense. Voilà, donc je me suis trompé au début, alors largement. Moi j'étais utopique, hein, je pensais qu'on se tapait dans la main et que il fallait, comme au rugby, et que voilà, les paroles avaient plus d'importance que les écrits. Je l'ai payé cher parce que on te le dit après, hein, oui, ce qu'on a dit là, oui, je me rappelle de ce qu'on a dit, mais on l'a pas écrit. Voilà, j'ai eu souvent cette truc-là à le dire. Ben, au rugby, pareil, quand c'est blanc, on dit que c'est blanc, quand c'est noir, on dit que c'est noir. On dit pas que c'est gris. Dans la vie professionnelle de tous les jours, pour les PME, ben, en fait, il faut dire que c'est gris. Voilà, sinon on peut vite se retrouver dans des problèmes. Quand les gens font pas un bon travail, on peut pas dire, bah écoute, tu fais de la merde, comme on dit. Tu es obligé de dire non, là, c'est pas ce qu'on attend. Il faut savoir prendre des pincettes. Nous, au rugby, on savait pas le faire, ça. Voilà, on allait au plus direct, ce qui permettait de résoudre tous les problèmes. Je pensais et je le pense tout le temps. Mais malheureusement, dans la vie professionnelle, il fallait faire différemment. Donc voilà, j'ai essayé d'adapter ce que j'ai connu moi dans ma vie de rugbyman pendant presque 20 ans. Dans mon entreprise, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, vraiment du temps, parce que bah, du coup, il fallait trouver les bonnes personnes en adéquation avec ce discours-là. Et ça, c'est pas évident parce que dès qu'on a un CV, bah, les personnes sont tous super investies, super impliquées, super, super, super de tout. Et en fait, on se rend compte que c'est super de rien du tout. Voilà. Donc, il a fallu trouver des personnes qui étaient vraiment dans le discours-là que moi je voulais, que l'image que je voulais donner à mon entreprise. Et une fois que j'ai trouvé ces personnes-là, ça a été plus simple ensuite
de rentrer vraiment dans les valeurs du rugby, c'est-à-dire des valeurs de, je dirais entre guillemets, de partage. Hein, c'est pas utopique, c'est-à-dire que on est là, on a un objectif commun. Je suis là pour donner entre guillemets les coups de bâton, mais je suis là aussi pour donner les bonbons parce que c'est ça aussi, c'est de partager des choses avec des gens de mon entreprise. Là dernièrement, on est parti, on a tellement fait, j'ai tellement demandé des choses pendant les périodes de fête de fin d'année que là, me suis senti obligé et ça a été avec un plaisir de partir 3 jours à Marrakech avec toute l'équipe parce que du coup, c'était dans un style team building, mais qui nous permettait aussi de se resserrer, de vivre autre chose, comme on fait au rugby, hein, comme dans des stages de début d'année et de se dire que voilà, on va se connaître différemment dans d'autres contextes. Donc oui, moi, le rugby, ce que ça m'a amené dans mon entreprise, c'est voilà, ce côté-là où je me retrouve là plutôt dans un rôle de manager plutôt que de joueur, mais de manager, mais totalement dans une idée voilà, on fait des réunions toutes les semaines par rapport à ce qui s'est passé la semaine d'avant, on fait des réunions mensuelles du chiffre, de se donner des objectifs, voilà, et puis on augmente je dirais notre niveau, parce que on joue en quatrième, cinquième division et au fur et à mesure, on monte de division. Voilà, on s'équipe, on monte de division et comme je vois que les gens avec lesquels je travaille sont sensibles aux efforts qui sont donnés, je sens que chacun donne son meilleur à tous les instants. Mmh. Ouais. Et c'est bien parce que, mais déjà, tu as pas présenté ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Combien tu as de salariés? Là, on est 6, en fait. On a plusieurs cordes à notre arc, comme on dit. Essentiellement, on vend du mobilier de bureau. Ça va loin dans le sens où on peut poser des cuisines, parce que maintenant, dans les bureaux, on a tous des cuisines. On va travailler sur de l'ergonomie, sur de l'acoustique. Et avec l'autre société qui est accolée, Best Concept Agencement, bien sûr, puisque du coup, il fallait avoir deux types d'entreprises pour ces deux activités-là. On fait tout ce qui est second œuvre. Agencement, ça, on touche pas à la structure d'un bâtiment, non, mais ça va aller de l'électricité à la pose de cloisons, cloisons placo, modulaires, du sol. Voilà, on va travailler dans la globalité d'un projet, que ce soit sur du neuf ou de la rénovation, que pour les professionnels, bien sûr. Et du coup, on est 6 avec Best Concept et on travaille avec énormément de sous-traitants, je dirais, qui sont pratiquement inclus dans l'entreprise, parce que du coup, on peut avoir des chantiers, que ce soit à côté de Genève, à Toulon, à Toulouse, à Bordeaux ou ailleurs. On a même fait un devis là actuellement à Brest et on travaille toujours avec les mêmes personnes qui ont leur propre activité, mais qui sont voilà accolées à nous. Nous, on est essentiellement 6 où j'ai dedans mon propre bureau d'études qui va du bureau d'études jusqu'à voilà le choix du mobilier, le choix des matériaux et la mise en place de tout ça. Ok. Et tu parlais, tu vois, de valoriser tes salariés par moment. Vous êtes partis en vacances, de sanctionner entre guillemets quand ça va un peu moins bien. On parle de plus en plus maintenant de coach mental, de sophrologie, de développement personnel. À l'époque, on n'en parlait pas. Pourquoi maintenant on en parle plus? Et dans le rugby, peut-être que c'était différent parce qu'on a une image, tu vois, d'homme fier, d'homme costaud, d'homme fort. Mais on se soucie davantage au bien-être des gens. Sur cette question-là, moi honnêtement, depuis 2002, je crois, ouais, 2002, c'était quand même pratiquement à 9 ans de la fin de ma carrière. J'ai commencé à travailler avec un préparateur mental parce que j'ai toujours aimé ça, en fait. Là, dans mon entreprise, je travaille avec quelqu'un là actuellement pour lequel je paye des prestations qui vient nous voir un peu comment on travaille, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut l'améliorer. Je pense que c'est un peu dans la même idée. Alors je pense que maintenant toute la partie préparation mentale, sophrologie, tout ça, moi j'y ai toujours cru et j'ai toujours aimé en fait ce côté-là. Je pense que la tête est vraiment en adéquation avec le corps et qu'à un moment donné, quand on est bien dans sa tête, on donne le maximum dans son corps et qu'on peut donner le maximum dans son travail. Euh, et on a besoin d'être bien en dehors aussi pour être bien au travail. Donc, sur ce sujet-là de coach mental et de sophrologie, je pense qu'on est dans le vrai, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans le sport. Je pense qu'à tout point de vue, on est capable d'aller beaucoup plus loin
que ce que l'on peut faire avec une aide. Donc oui, pour ça, pour moi, je comprends totalement le fait d'appeler des préparateurs mentaux et des sophrologues. Et comment tu expliques que maintenant, où il y a de plus en plus d'argent dans le sport, il y a de plus en plus de sportifs qui font des burn-out et qui font des dépressions et qui ont besoin d'aide? Ben, parce que, enfin, à mon avis, je pense que on les utilise sur des sujets précis. On devrait les utiliser sur la. On utilise ces métiers-là sur des sujets précis, qui est la performance. Les clubs font appel à des préparateurs mentaux, des sophrologues pour leurs joueurs, mais pour un but précis, pour qu'ils soient le plus performants possible. Parce que en disant il faut qu'ils aillent dans leurs objectifs, d'être champion de France, d'aller en Coupe d'Europe, de faire ceci, de faire cela. Je pense que c'est ça en fait. Et ça on devrait faire appel à des préparateurs mentaux, je pense. Alors peut-être à titre individuel pour son bien-être. Et en fait, dans les clubs, je pense que dans les clubs et dans le monde du sport professionnel, on y fait appel pour des objectifs précis. Moi, où je pense qu'on se trompe, après ce n'est que mon avis, hein, en toute humilité, je pense qu'on devrait préparer les joueurs à travailler avec son propre préparateur. Alors, je ne sais pas si ça a beaucoup évolué maintenant, mais les préparateurs mentaux comment dire, sont attribués pour l'ensemble d'une équipe. Pas forcément, on n'a pas un préparateur par joueur. Et moi, je pense que chaque joueur devrait avoir son propre préparateur mental, son propre sophrologue pour son bien-être et pour préparer, ben, déjà pour se préparer à ces burn-out, pour se préparer à ces dépressions post-carrière, où maintenant, ce que je me rends compte, moi, c'est que c'est pendant la carrière. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Avant, on n'avait pas de joueurs qui faisaient appel pour la carrière faisaient des burn-out au niveau du rugby. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la charge mentale doit être assez, je dirais, assez lourde pour que ben, les joueurs se retrouvent dans ces situations-là. Pour moi, je pense que voilà, ils font appel à des sophrologues, tout ça pas pour éviter des burn-out, mais pour travailler sur la performance et toujours dans l'idée d'améliorer le sort du club Ouais, exact. et pas du Et puis, joueur. comme tu dis, si tu es bien en dehors des terrains, tu pourras te concentrer sur la performance et être focus sur la réussite. Ben, c'est sûr, c'est être bien déjà dans sa vie, déjà de proposer aux joueurs, même à 4 ans, à 5 ans, à 3 ans avant la fin de leur carrière, qu'ils aient une image, qu'ils voient le truc, qu'on prépare. En fait, il faut se préparer. Pour moi, le rugby, la vie, c'est presque la même chose que ce qu'on va trouver là. Il faut se préparer pour tout. On le sait, Mehdi, hein, une bonne mêlée, elle est réussie quand on était quoi? Quand on l'avait super bien préparé. Quand on a nos bonnes liaisons, quand tout est bien préparé, on a plus de chances de bien réussir sa mêlée plutôt que d'une mêlée qui est préparée à l'arrache. Un match, c'est pareil. Lorsqu'on a bien préparé son match, on le savait au début de la semaine, quand le match était bien préparé, on savait que le match, bah, bien sûr, l'adversaire a le droit d'être bon aussi, mais on savait que bah, le match pouvait avait plus de chances d'être gagné parce que toute la semaine, aucun ballon était tombé, on voyait dans les regards, on voyait dans toutes les éléments que bah, le match avait été préparé. Dans une entreprise, c'est exactement pareil. Dans une entreprise, on se retrouve on le sait que quand on a bien préparé sa prospection, quand on a bien préparé ses rendez-vous, quand on a bien tout préparé, on se rend compte que obligatoirement, ben, le rendez-vous, bien sûr, se passe super bien. La prospection se passe super bien, tout se passe bien. Et pour moi, c'est la même chose. Lorsqu'on commence à se dire, ben voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un, moi là je fais appel à des personnes qui viennent m'aider à gérer mon entreprise. Parce que j'ai 49 ans, mais je ne me prends pas pour un autre. J'ai de l'expérience, certes, mais j'ai quand même besoin d'avoir des gens qui connaissent. C'est-à-dire que des gens qui connaissent, qui me disent, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon entreprise, dans ma façon de voir. Ben, j'étais trop omniprésent. Je faisais trop, c'est moi qui menais toutes les réunions, par exemple. Ben, c'était pas bon. Il faut entendre un autre discours. Maintenant, on est sur une rotation des personnes qui animent les réunions, par exemple. Donc, je pense qu'on a tous besoin de préparer quelque chose. On prépare tout ce qu'on doit préparer, on les prépare en amont. Moi, je ne crois pas à des personnes qui ont tellement de talent qui sont capables de pas préparer. Je pense que à un moment ou à un autre, le talent, c'est que la petite cerise qu'on vient rajouter sur le gâteau. C'est tout. Mais après, le reste, les besogneux, ils préparent tout. Pour moi, je crois d'abord à la besogne, ensuite à la mise en place de procédures, et enfin
de talent. C'est le talent qui vient donner le tout. Mais on peut se passer de talent, par contre, on peut pas se passer de besogneux. Et pour moi, l'idée étant que ben, tout doit être préparé. Tout doit être préparé en amont. Avec un préparateur mental, il faut que on est capable de pouvoir dire à des joueurs, voilà une liste de préparateurs mentaux que vous allez contacter vous-même. Vous allez vous-même rentrer avec eux. Oui, ils vont vous préparer pour la partie performance, mais la partie performance, elle sera que le résultante de ce qu'on aura mis avant. Voilà, on s'entraîne bien, on fait tout bien, et à un moment donné, ben, on n'est pas sûr d'avoir la victoire au bout. Ben, c'est pareil. Au moins, tu auras, disons, mis en place des choses pour tendre vers la performance ou la réussite dans l'entreprise. Exactement. Exactement. Et comme un entraînement, hein. Tu le sais, hein, tu te prépares bien, tu fais toute la muscu, tout le gainage, tu t'es préparé, tu as vu la vidéo de ton adversaire en mêlée, et puis le jour du match, eh ben, il est meilleur que toi. T'as des regrets? Non. Tu t'es dit, ben, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Par contre, ben voilà, tu l'as pris par-dessus la jambe, toi, tu étais en dilettante, la semaine, tu allais au cinéma, tu n'étais pas vraiment focus sur ton truc et tout, puis tu te retrouves au match, et puis tu te dis, ah putain, merde, il m'a pris par surprise, quoi. T'as des regrets? Ben oui, oui, j'aurais pu le préparer un peu mieux, quoi. Oui, mais Le match. pardon de te couper. Regarde, tu suis le football, par exemple. T'as entendu Ouais, l'histoire de Diawara. de Diawara. Euh, Tu sais, celui qui joue à l'OM. Ouais, En fait, lui, son coach lui disait, je veux que tu aies une hygiène de vie irréprochable, je veux que tu te prépares bien. ouais, Et finalement, il était nul. ouais. En fait, est-ce que tu crois pas qu'il faut se connaître pour performer? Tu vois, lui, il avait pas, si tu veux, il avait du mal à s'épanouir dans un cadre. Il avait besoin ben, de sortir la veille. Il avait besoin. Alors attention, pas tout le monde est comme ça, mais il faut connaître un peu qui on est d'abord. Moi, honnêtement, pour te donner mon sentiment par rapport à ça, j'avais entendu de Souleymane Diawara là par rapport à ça. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je crois pas que, voilà, non, j'y crois pas. Le besoin de se connaître, oui. Besoin d'être dans un cadre. Je crois. En fait, la différence, enfin, c'est peut-être, c'est mon point de vue qui est peut-être pour moi ancré en moi. Je crois qu'au travail. En fait, c'est ça en fait la problématique que je peux avoir dessus. Je crois qu'au travail et que à la rigueur dans tout ce qu'on veut arriver, je crois pas oui non mais lui il a besoin de s'amuser, il a besoin d'être les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs joueurs du monde ont toujours eu ceux qui vont rester, qui vont marquer l'histoire. Alors oui, on parle de foot là maintenant, mais des joueurs comme Lionel Messi ou comme Cristiano Ronaldo ou comme Nadal ou comme Djokovic. Je ne sais pas si c'est pas eux les références. Voilà, je parle de d'autres sports aussi, Djokovic, Nadal ou Federer. À un moment ou à un autre, je crois pas à ce que quelqu'un puisse me dire sur la longévité. Je Ah, parle pas de faire 3 ans, de faire 4 ans. mm. Sur la longévité, je ne crois pas qu'à un moment donné, on peut se dire, voilà, on a besoin, nous, d'un cadre totalement différent, d'une façon d'être un peu en dilettante parce que truc. Non, ça c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas, voilà, c'est un peu se mentir que de dire, oui, si on me met dans un cadre où je regarderai, je suis sérieux, je suis sur le truc et tout, j'ai moins de chances de réussir que quelqu'un qui va être un peu dans un cadre un peu différent. Moi personnellement, je crois pas à cette chose-là. Pour que ce soit l'entreprise, que ce soit tout. Moi, j'ai vu passer des commerciaux qui étaient vraiment des pointures maintenant. C'est vrai que c'est mon monde maintenant. Mm. Voilà, la partie, j'ai vu passer des pointures où on va me dire, ça c'est un commercial, ah, ça c'est vraiment la pointure de la pointure. Eh ben, le mec, en fait, il y avait rien. On pensait qu'il avait des répliques de tout, qu'il était. Mais le mec, il te l'explique après. Tout est préparé. Tout est préparé. Il a travaillé tes objections. Il connaît toutes tes objections que tu vas pouvoir dire. Tout ce que tu vas dire, il va déjà l'avoir préparé et travaillé. Donc je crois pas. C'est comme un acteur de cinéma, c'est comme tout ça. Tout est préparé, tout est travaillé. On pense que c'est des fois des humoristes. C'est du oui, bien sûr qu'il y a des répliques. Oui, bien sûr qu'après il y a le petit talent qui va venir doser dessus. Moi, il avait force à me dire qu'à un moment donné, pour quelqu'un dans le commercial et n'importe qui dans leur activité, il y avait à peu près, il pensait que sur un pourcentage sur 100%, il fallait 60% de travail dans l'iceberg non visible 80%, voire 90% de mise en place des procédures, quelqu'un qui savait dire, voilà, il y a le travail, mais aussi il y a 30% dedans, dans ces 60%, il y a en plus, il y avait 30% de mise en place de procédures. Comment, voilà, de bien connaître ces éléments-là. Et le reste, les 10%, c'était le talent. Donc il me disait, est-ce que tu es capable de garder quelqu'un juste parce qu'il a ces 10% de talent, ou est-ce que tu veux quelqu'un qui a ces 90% là?
le choix était vite fait, hein. Alors oui, quelqu'un qui avait le talent, il pouvait signer un ou deux mecs. Comme un joueur qui est capable de, sans être bien entraîné, de faire un super match. Bien sûr qu'on est capable. Mais sur la longévité, ça, j'y crois pas. Et c'est super intéressant, hein, je te remercie vraiment. On dit souvent que quelqu'un a réussi, tu vois, en fonction de ce que l'on perçoit de lui, de ce qu'il dégage. Pour toi, c'est quoi la réussite? Ben, comme je le disais, comme à la fin de la carrière de rugby, c'est pas le regard des autres, c'est le regard qu'on porte sur soi-même qui fait la réussite. C'est quoi la réussite pour chaque Hmm. personne? Est-ce que la réussite pour chaque personne, c'est ben, tu gagnes 3000 euros, tu gagnes 4000 euros, tu gagnes 5000 euros? Est-ce que c'est de gagner 4500 ou tu gagnes 2000 euros? Est-ce que c'est de gagner 2500 euros? Laisser 500 euros de plus? Est-ce que ça va te permettre de plus boire, de plus manger? Est-ce que tu mangeras plus? Est-ce que tu boiras plus si tu gagnais plus? Voilà, tout est une question je dirais, de timer, surtout de mettre où on met le curseur. Pour moi, la réussite, c'est ben, de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Voilà. Pour moi, la réussite, elle va pas aller plus loin que ça. J'ai voulu être joueur de rugby, bah, Dieu merci, j'ai pu l'être. J'ai voulu monter une entreprise, bah, Dieu merci, j'ai monté mon entreprise. C'est quoi la réussite? C'est ben, de me lever le matin et d'être content de faire ce que je fais. C'est-à-dire que je me lève, je suis content de voir mes collègues du boulot que j'ai choisi et je suis content parce que eux ils sont contents, voilà. Je suis content le soir de rentrer chez moi et j'essaye de rentrer le plus tôt possible parce que du coup je veux passer ces moments-là avec ma famille parce que du coup pour voir aussi qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée, comment ça s'est passé. Pour moi la réussite elle se retrouve là. Quand je veux partir en vacances, je suis content de pouvoir partir en vacances avec les gens que j'ai envie de partir, dans ma famille, de faire plaisir à ma famille et voilà, pour moi la réussite elle se situe dans ce périmètre-là. Ok. Après, c'est là où c'est pas évident, c'est qu'on est dans une société où elle te dicte ce qu'est la réussite. Est-ce que c'est en nombre de followers? Est-ce que c'est en termes d'argent ou en termes de, tu vois? C'est difficile de trouver l'équilibre qui te permet d'être centré et de savoir en fait qui tu es et ce que tu as envie d'être, tu vois? Difficile, oui et non. Comme je t'ai dit, Mehdi, c'est toi qui mets le curseur. Après, tu sais, moi, quand j'ai fini ma carrière de rugby, j'ai eu vraiment tendance à retrouver mes racines, à me retrouver, à me recentrer sur moi-même. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis de peut-être pas tomber dans des addictions, hein. Moi, comme je te disais, j'ai tiré de ma force le fait d'avoir un père ivoirien, africain, musulman, d'avoir une mère française, ardéchoise, catholique, qui m'a toujours élevé dans les traditions religieuses, qui m'a permis aussi de me dire qu'à un moment ou à un autre, ben, le lien que j'avais dans ma croyance religieuse, puisque je suis croyant, qui me permettait aussi d'avoir un fil, je dirais, un fil qui m'a permis véritablement de toujours se dire à un moment ou à un autre, quand ça va pas ou quand ça doit ne pas aller, essaie de te recentrer sur toi-même, essaie de voir pour toi qu'est-ce qui est important. C'est quoi les éléments? Moi, je vois trop de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'ils sont malheureux? Qu'est-ce qu'ils sont malheureux? Et ils ont tout, ils ont tout. Ils ont tout. Mais à un moment ou à un autre, je me sens pas capable de vivre comme ça. Moi, je me sens capable quand je rentre dans le pays de mon père en Côte d'Ivoire, les gros restaurants, j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie d'aller dans le restaurant du peuple, là où on mange avec les mains, là où on se retrouve, là où on sent les bonnes odeurs, là où on sent les odeurs de trucs et tout. Donc pour moi, la réussite, elle ne va se situer de là où on veut mettre le curseur, c'est-à-dire là où on veut. Alors que le monde extérieur nous dise que la réussite, c'est le nombre de followers, c'est le nombre d'argent, c'est le salaire, c'est la voiture que tu peux avoir. Non, moi quand j'achète une voiture, c'est pour me faire plaisir pour moi. Si une voiture me fait pas plaisir, mais qu'elle montre une certaine réussite, je m'en fous de cette voiture-là. Je préfère avoir la voiture qui va me permettre, moi, de me faire plaisir, moi, de me régaler, et pas forcément d'avoir ce regard des autres là. À la fin de ma carrière, ben, m'ayant recentré sur moi-même, sur mes origines, sur tout ce que j'avais dessus, ben, ça a un tout petit peu ça m'a coupé de lien avec pas mal de personnes. C'était pas très très grave. Je suis passé de 450 contacts sur mon téléphone à 150, mais c'était les 150 meilleurs. Donc, si je fais le retour dessus, avoir le choix, je préférais garder les 150 que j'ai là, que j'ai fait vraiment un choix de les garder, qui n'étaient pas amis avec Olivier Diomandé, le joueur de rugby, qui, en soirée, leur payait
des verres, leur payer des soirées, les faisait rentrer un peu de partout, où on parlait, où ils avaient besoin d'avoir 10 places, 15 places pour un match. Je préférais qu'on soit amis avec le Olivier Diomandé, qui a toujours été là quand il fallait et qui était comme il était à 16 ans, 17 ans, comme il est connu. Donc j'ai fait un tri sur tout ça. Ça m'a aussi permis véritablement de passer ce cap-là de manière plus sereinement, parce que du coup j'ai aussi eu mes difficultés, hein, ma lettre de fin de carrière, tout ça, mais qui m'a permis de passer cette barrière-là de manière plus sereine que si j'étais tombé dans des addictions de drogue, d'alcool et j'en passe. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce qui, c'est quoi le bonheur aujourd'hui pour toi? Le bonheur, c'est d'avoir fait ce que j'ai fait et de faire ce que je fais actuellement et de vivre ce que je vis. Voilà. Et pour moi, c'est ça le bonheur, d'avoir mes amis, mes amis proches, ma famille surtout, mes amis proches auprès de moi et que eux, ils aient voilà une image de moi comme j'aime qu'ils aient l'image de moi. Voilà, c'est tout. Les gens qui sont pas de entre guillemets de mon cercle peuvent avoir l'image qu'ils veulent. Ça, je m'en fous complet. Par contre, je soutiens de dire des fois dans mon entreprise, on est le miroir de ce que les gens reflètent. À con, con et demi. Voilà. Si on veut être con, on sera con ensemble, mais voilà. Alors je préfère, voilà, que c'est pour moi le bonheur, c'est d'avoir voilà les gens autour de moi qui soient, qui aient une bonne image de moi et c'est ça pour moi le bonheur. Et quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne plus jeune? Pas pour le rugby ou pour ta vie, hein. Ouais, c'est attention, méfie-toi. Méfie-toi des gens. Ok. Méfie-toi plus des gens, voilà. Des fois, on peut me dire, mais je suis totalement conscient de ça, que des fois, je suis naïf. Pas naïf en truc. Pour moi, on gagne pas ma confiance. On l'a, ou on peut la perdre, mais on la gagne pas ma confiance. Moi, qui je suis pour qu'on gagne ma confiance? Je l'ai dit, tu vois, on a parlé du projet en Côte d'Ivoire, on a parlé de ceci, de cela. Moi, j'ai donné ma confiance aux gens. Il y a des gens que je suis allé chercher, pour des projets, pour des choses, pour mon entreprise, pour plein de choses. Je leur ai donné ma confiance. Moi, je donne ma confiance aux gens. On gagne pas ma confiance. Il y a des gens, je sais qu'il faut faire des actions pour gagner leur confiance. On a sa confiance à 10%, à 20, à 25, à 30. Non. Je suis qui, moi, pour qu'on gagne ma confiance? Moi, ma confiance, je la donne. Et puis après, on la perd. Mais oui, certes, après, quand on l'a perdu, on l'a perdu. J'ai du mal après à. Je refais pas confiance une deuxième fois. Mais par contre, on gagne pas ma confiance. Moi, à partir du moment que on a discuté, qu'on a dessus, que voilà, on se dit des choses, et ben voilà, on gagne ma confiance. Donc voilà, si j'avais un conseil que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est fais un peu plus attention. Voilà, avant de donner ta confiance. Mais je sais qu'on me l'aurait dit, j'aurais fait pareil. J'aurais donné quand même. Donc, on va pas changer grand-chose. Voilà. Voilà, même si les anciens me l'auraient dit, j'aurais dit oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu des trucs où il y a 3 ans de ça, on m'a dit, t'as vu, tu donnes trop vite la confiance. Oui, oui, bah, il y a un an, j'ai aussi redonné ma confiance rapidement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on peut pas changer les rayures d'un zèbre, comme on dit. Ce qui est dur, c'est que parfois tu peux être déçu. Et Oui, comme tu es quelqu'un de sensible, tu peux morfler, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est comme ça, c'est le risque à prendre. Ne pas être déçu, c'est de se protéger. Mais le problème, c'est que je préfère être sur 10 fois, être déçu 8 fois, pour 2 fois ne pas être déçu. Ok. Eh ben, si à signer, je préfère être déçu 8 fois. Ben, j'aurais gagné les 2 fois, ne pas être déçu. Et Olivier, ben écoute, franchement, moi personnellement, je me suis régalé à discuter avec toi, comme toujours, pour pas mentir. J'espère que les gens vont apprécier ton parcours, ou au moins que ça puisse servir, tu vois. T'as un parcours Mhm. quand même incroyable, avec des hauts et des bas, avec des réussites, des échecs, humainement passionnant aussi. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter aussi. Olivier, une dernière chose. Est-ce Ouais. que tu as un livre ou une série à nous, ou un film à nous recommander? Un livre, je te disais un peu en off tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié le livre de Jean-Luc Fabre qui relatait la vie de Alain Estève, l'ancien deuxième ligne de Béziers.
que je voyais de manière un peu extérieure, pas pareil qu'après ce que j'ai pu lire. Donc oui, bien sûr, je conseille ce bouquin-là, qui est vraiment, vraiment voilà, une histoire de rugby, de rugbyman, de rugby. Il est mort il y a quelques mois après l'apparition du livre. Il a aidé, aidé Jean-Luc Fabre à écrire ce livre, et c'est vraiment un livre voilà, qui reflète vraiment des grands moments de rugby. Au niveau des films, non, pas forcément, parce que voilà, je suis plutôt un peu série. J'aime bien les séries un peu réalistes. Là, je regardais un peu du sang et d'argent, pareil. C'est des histoires de vie. J'aime bien les séries basées sur des histoires réelles. Mais en termes de livres, voilà, je conseillerais de lire ce bouquin-là, surtout pour nos compères aficionados de rugby. C'est voilà, c'est un livre qui est très très intéressant, où on imagine des fois des gens dans un certain cadre, et puis on voit que voilà, des expériences de vie font que, eh ben, on comprend vite pourquoi ils ont fait ça, ou pas ça, ou, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quelqu'un que tu n'appréciais pas forcément et que tu as découvert finalement. Non, pas que j'appréciais pas, que j'avais pas vraiment d'idée dessus. Je le voyais, voilà, pour l'avoir croisé des fois dans les travées du stade de la Méditerranée à Béziers, voilà, que j'avais une certaine pas appréhension, mais voilà, que je voyais voilà, j'avais entendu plein de légendes urbaines sur la grande époque des joueurs de Béziers, que je voyais un peu différemment de ce que j'ai pu lire. Et je me suis rendu compte de quelqu'un qui donnait une image d'ogre, déjà de monstre physiquement qu'il était, hein, monstre physiquement, mais qui avait une idée un peu, enfin quelque chose, quelqu'un qui mettait des barrières, qui était loin des gens et tout, et alors que je me suis rendu compte de la discussion avec des personnes où il était très, je dirais, très, très proche des gens, très humain, et que sa vie était le miroir de ce qui pouvait, voilà, de ce qui pouvait, que les gens qui étaient proches de lui avaient comme sentiment envers lui. Non, c'est quelque chose de très très bien, et j'ai trouvé vraiment très très intéressant de lire le parcours de ce monsieur. Parfait, Olive. Merci infiniment. Tu sais qu'on Merci est. de m'avoir reçu. Un grand plaisir d'avoir partagé aussi ces moments avec toi. Merci.